Très sérieux ici. Alors, j'ai mon invité qui est arrivé. Et oui, alors Maxime Bernier qui est arrivé, il va passer un petit moment avec nous. On va parler de plusieurs choses, mais on va commencer, on va se réchauffer un peu comme Maxime le fait depuis un bout, parce qu'il travaille fort, Maxime, il ne fait pas juste travailler. C'est un gars justement qui aime ça, la santé, lui. Et je pense qu'il devrait être un modèle de politicien pour la santé aussi. Maxime a couru le demi-marathon de Montréal en fin de semaine en 2h04. Wow, bravo, on écoute. Alors tout le monde, je viens de finir un demi-marathon en 2h04. Bien content, ça a été un peu difficile à la fin, mais j'ai atteint mon objectif. Et j'espère que vous passez une belle journée. Hello everybody, I did a half marathon today. That was a very good one. And, nice day. Stay strong and free. Bye-bye. Alors, demi-marathon fait, réalisé 2h04, bravo. Et si ça continue, il va peut-être falloir l'appeler Super Maxime. Alors, bonjour Maxime. Bonjour, comment ça va, Daniel? Ben, ça va bien, toi, pas trop raqué. Tu t'es entraîné, tu étais prêt pour ça, puis je pense que c'était ton objectif. Oui, je voulais faire un demi-marathon en bas de 2h05 et donc 2h04, j'étais bien content. Ce qui est le plus plaisant, c'est que je l'ai couru avec mes deux filles, Charlotte et Megan. On a eu du plaisir. À la fin, comme je l'ai dit dans la petite vidéo, j'ai fait un sprint. C'est un petit peu plus difficile parce que je voulais vraiment tomber mon résultat en bas de 2h05. Et ça a bien été, c'était le fun. Et hier à Montréal, c'était une belle journée ensoleillée, un peu frais le matin. Le demi-marathon a commencé à 7h45, mais tout au long de la course, ça s'est réchauffé. Donc, c'était plaisant, c'est une belle journée. Comme je dis aux gens, il faut essayer d'avoir un esprit sain dans un corps sain et se tenir en forme. Puis tu parlais tantôt de Robert F. Kennedy Jr. Je suis bien content de ce qu'il fait. Avec lui, bien, on va avoir une science basée sur les faits aux États-Unis. J'espère bien qu'au Canada, Santé Canada va suivre, mais j'en doute beaucoup. Il n'y a aucun politicien qui parle de santé, qui parle d'enquêter sur ce qui s'est fait durant la COVID. Je pense qu'ici au Canada, les grandes compagnies pharmaceutiques contrôlent le ministère de la Santé. À Washington, c'était le cas, mais ça l'est de moins en moins avec Robert F. Kennedy. Donc, pour moi, la course est un sport qui me permet de relaxer. Je fais ça, je cours assez régulièrement. Puis, une fois de temps en temps, une course comme ça, c'est bien plaisant. Ben oui, alors c'est tout à ton honneur et les gens te félicitent. Puis je pense qu'on a trouvé un nouveau slogan, j'aime bien ça. Donc, Iron Max, ben oui, pourquoi pas. Moi, je ne connais pas beaucoup ça, évidemment. Donc, on a, en gros, la préparation, c'est parce que toi, tu t'entraînes régulièrement. Tu n'arrives pas du jour au lendemain. Je vais faire ça. Donc, tu as une préparation à faire, tu avais des objectifs à faire, tu avais des objectifs quotidiens. Rapidement, comment tu te prépares pour un demi-marathon? À travers toutes tes activités, parce que tu n'arrêtes pas, là. Oui, Daniel, merci de me poser la question parce que pour les gens qui nous écoutent, tout le monde peut arriver à faire un demi-marathon, un 10 km, un 5 km ou un 1 km. Il s'agit d'avoir une discipline et puis de commencer tranquillement en s'entraînant. Moi, dans mon entraînement, je cours 3, 4 jours semaine. Et puis, différents styles d'entraînement. Des fois, ça va être une course plus rapide, des fois, ça va être une course plus longue, plus de kilomètres, mais à un rythme plus lent. Et donc, il s'agit d'avoir un objectif et puis d'y aller tranquillement. Quand j'ai rencontré Catherine, ce n'était pas une coureuse, mais elle a fait un demi-marathon avec moi, je pense qu'à peu près 5, 6 ans. Elle s'est mise, elle s'est entraînée, puis elle a été capable de le faire. Ça demande seulement de la discipline. Et puis, moi, l'avantage de courir, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je voyage beaucoup à travers le pays. Et donc, où que je me situe, que ce soit à Calgary, à Vancouver ou à Moncton, bien, je peux toujours courir, soit à l'intérieur sur un tapis roulant ou soit à l'extérieur. Fait que j'ai seulement qu'à traîner mes espadrilles puis être prêt. Et donc, c'est un sport que je peux le faire toute seule et je peux le faire n'importe où. Pour moi, c'est très pratique. Et une blague par rapport à ça, par rapport à l'entraînement,
Hum. J'ai déjà dit, j'ai fait un 100 km en Beauce il y a 12 ans. J'ai traversé la Beauce à la course, 108 km en 12 heures. Et c'était pour ramasser des fonds pour une banque alimentaire, Moisson Beauce. On avait ramassé 160 000 pour Moisson Beauce lors de cette course-là. Et Bravo. je m'étais entraîné. Et puis, j'avais dit, un Beauceron m'a dit, ouais, mais Maxime, ben, j'ai dit oui, chaque jour, je courais un différent nombre de kilomètres, tout ça. Il dit, t'aimes vraiment ça, la course? J'ai dit, oui, j'aime ça. Et là, mon erreur, j'ai rajouté, ce qui est vrai d'ailleurs, oui, j'aime ça. Et pour moi, c'est une façon de gérer mon stress. Et là, le Beauceron me regarde et dit, mon Dieu, j'aimerais pas avoir ta fonction, t'es donc bien stressé. S'il faut que Ouais. tu cours tant que ça pour gérer ton stress, je veux pas ta job, t'es donc bien stressé. Euh, Ah là là là. et non, Mais, je cours parce que, un, oui, j'aime ça. Deux, ça me permet de décrocher. Et oui, pour moi, là, il n'y a rien de mieux après une bonne course de relaxer puis passer à autre chose. excellent. Puis là, une grosse question indiscrète. Quel âge a Maxime? Bon, on peut donner la catégorie dans laquelle tu cours, mais Alors, c'est pas indiscret. Je cours dans la catégorie de 60 à 69, puis je suis un petit jeune dans cette catégorie-là parce que j'ai 62. Et, euh, et je pense que je suis arrivé au milieu de ma catégorie pour le demi-marathon de dimanche dernier. Ça fait que j'étais bien content. bravo, puis tu as atteint tes objectifs, c'est ça qui est important. Puis on met un commentaire, moi je ne suis pas expert en vitesse et autres de demi-marathon, mais Yvon, il dit, avec sa vitesse, il a dû faire tomber quelques cônes oranges. On a se croisé un peu. Il y en avait des cônes oranges, effectivement. C'était sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal et sur l'île Ah, Sainte-Hélène. C'est un beau circuit. Et oui, on avait des cônes oranges parce que gérer la circulation automobile. Mais non, c'était une belle journée. Puis pour moi, ben, c'est la première fois que je courais là sur l'île Sainte-Hélène et le circuit Gilles Villeneuve. C'était bien organisé. C'était dans le cadre commandité par la compagnie d'assurance Sun Life. Il y avait comme course un kilomètre, un 5 km, un 10 km et le demi-marathon, 21 km. C'était bien organisé et c'était plein d'ailleurs. Il y avait au-dessus de 2000 participants. C'était le nombre qu'il s'était fixé, 2000. Puis, il y avait de la belle musique tout le long du parcours. À la fin, on était bien accueillis. C'était vraiment une belle organisation pour une première. C'était bien le fun. bon. Ah non, mais écoute, c'est quelque chose. Et sûrement que toi, tu étais peut-être moins stressé un peu que Carney. Suite aux pauses de Donald Trump, le vidéo de Doug Ford tout croche met fin aux relations de négociation commerciale. Il y en a qui me disaient, oui, mais quelle négociation? Il n'y avait pas de négociation. Ben oui, ils se parlaient. C'était en pourparler, donc c'était coupé. On parle de tarifs de 10 ben, l'image que j'ai choisie aujourd'hui, ben, je pense que ça représente bien ça. Qui a les bonnes cartes dans les mains? Je pense pas que ce soit Carney qui a les meilleures cartes. Je sais pas ce que tu en penses. Comment tu vois ça? Non, c'est pas le Canada, c'est pas Carney. Et puis, il pourrait avoir de meilleures cartes s'il mettait sur la table, comme je l'ai dit, la gestion de l'offre depuis bien des années. Trump en a parlé, pas dernièrement, mais il y a quelques mois, qu'il voulait absolument que les producteurs laitiers américains puissent vendre leur lait ici au Canada. Mais Carney, Poilievre et toutes les partis politiques, le Bloc québécois inclus à Ottawa, sont pour protéger le cartel au détriment des consommateurs canadiens et québécois. Et là, bien, la publicité de Doug Ford, Hmm. qui, je dois l'avouer, était une très bonne publicité. Ben Et oui. il n'a pas déformé les propos de Reagan. Et d'ailleurs, Mais ils n'ont pas mis tout le contexte, c'est ça qui était reproché. Mais la fondation Reagan, elle, a menacé de poursuivre. C'est là-dessus que Trump a sauté, profitant de l'occasion. Hein? oui, absolument, absolument. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est imposer les tarifs. Dans le fond, les gens, il faut qu'ils le comprennent, c'est imposer une taxe aux Ben oui. consommateurs du pays, le pays qui impose ces tarifs-là. Et donc, nous, durant la dernière campagne, Poilievre et Carney disant qu'il faut avoir des mesures de représailles, il faut imposer les Ben oui. tarifs. Ce qu'ils disaient en réalité, il faut imposer une nouvelle taxe aux Canadiens.
C'est ça, les tarifs. Et là, la publicité le disait très bien. Des tarifs qu'un pays impose, ben, il impose ça à ses propres citoyens parce qu'il Ben veut oui. que les importations du pays donné, les importations aux États-Unis, bien, vont coûter plus cher pour décourager l'importation et encourager l'industrie locale. Mais en faisant cela, on augmente tous les produits qu'on importe, qu'un pays importe, avec ces taxes-là et ces tarifs-là. La réalité est là. Il l'a bien expliqué, mais dans un contexte de négociation, comme tu viens de le dire, c'est un peu maladroit. Et là, Ouais. bien, on va voir le 10 de tarifs que le président Trump a dit qu'il allait imposer supplémentaires au Canada. Euh, Jusqu'à date, les tarifs ne sont pas en vigueur. J'ai vu une vidéo ici, il était en Asie avec Carney et Ben on lui oui. a posé la question si quand les tarifs de 10 supplémentaires allaient venir en vigueur au Canada. Et il a dit bientôt, on verra. Donc, il y a encore une petite marge de manœuvre pour Carney à essayer de plaider, d'aller plaider sa cause. Mais ce n'est pas la façon de faire des négociations avec le président Trump. J'espère bien qu'en bout de ligne, les négociations vont redébuter. Mais j'en doute pas, c'est une question de temps parce que Oui, c'est oui. aussi dans l'avantage des États-Unis d'avoir vraiment des produits canadiens, surtout les matières premières. Le Canada est un exportateur de matières premières, de minéraux. C'est à leur avantage. Donc, j'espère bien que les partis vont revenir à la table. C'est une question de temps, selon moi. Oui, mais là-dessus, par contre, on voit que Carney, il est allé en Malaisie, en Indonésie. Comme j'ai dit tantôt, Trump revient déjà avec des contrats. Trump revient avec une entente sur les terres rares, ce que nous, pourtant, le Canada, on en produit. Mais euh, on n'est pas là, le Canada. Je dis, gars, Carney a signé des ententes qu'on ne sait pas trop quoi. Probablement qu'on a dû, peut-être, ça va nous coûter cher, nous autres, probablement, faire affaire avec eux autres, avec les Philippines, le Vietnam, puis un autre pays. Pendant ce temps-là, Trump est là, il ramasse les gros contrats et c'est eux qui vont investir, qui cherchent le partenaire. L'accueil, je l'ai montré tantôt en entrée. Alors, tout un accueil triomphal, encore une fois, pour Trump. Carney, ben, pas eu d'accueil. Et Trump a dit d'ailleurs là-bas qu'il il ne négociait pas avec, avec le Canada pour l'instant. Et Carney, il dit ben, nous, on va négocier avec les États-Unis quand eux autres seront prêts. Je pense que c'est l'inverse, à moins que je me trompe. Oui. Effectivement, c'est plutôt quand Trump va décider de réouvrir les négociations. Je pense qu'il va le faire, là. C'est une Ouais. question de temps. C'est dommage parce que tout ce que fait actuellement le premier ministre Ford nuit au Canada. Et parce qu'on sait, Carney et Trump devaient avoir une rencontre en Asie et le président Trump file pas pour rencontrer M. Carney. Et je pense qu'ils ne se rencontreront peut-être pas en Asie. Mais bon, tout ça, là, on s'est tiré dans le pied. Puis là, bien, on subit les conséquences de mauvaises gestion du dossier des négociations avec les États-Unis. Oui, bien, c'est ça. Carney veut faire des affaires avec l'Europe qui est en faillite, qui ne va pas bien. On va transporter ça par bateau. Ben, les coups de Doug Ford vont atteindre la Lune avant nos fusées. J'aime bien ça dire ça. C'est bon, c'est correct. On sait, l'Ontario, c'est le marché d'automobile. La gestion de là va revenir dans la balance. C'est clair. Et ça va prendre un deal. Ils vont négocier de même. Petite note, ça, je ne savais pas. J'étais convaincu que oui, de mémoire, mais ma mémoire me joue des tours. Les médias font la promotion de Carney. Alors, serre la main au sommet de l'ASEAN, Asie Sud-Est. Mais le Canada n'est pas membre. Nous sommes des outsiders. C'est sûr qu'on était membre. Mais là, on voit 13e sommet États-Unis, ASEAN. Alors, c'est pas le Canada. On n'est pas là, mais donc, on n'est pas un membre officiel de l'ASEAN non plus. Carney est en Malaisie. Donc, encore là, notre rôle est plus ou moins éclairci et clair là-dessus, là. Oui, puis je pense que le but de Carney dans ce voyage-là, c'est d'essayer d'ouvrir la porte à des exportations canadiennes de matières premières et de produits agricoles. Mais ceci étant dit, si on veut exporter des ressources naturelles, des matières premières, il faut que Carney change ses lois parce qu'on a des lois qui sont complètement ridicules en ce qui concerne l'industrie minière. On empêche le développement de notre industrie minière, qui est une des richesses du Canada, avec ces projets de loi-là woke qui sont
pour, entre guillemets, s'assurer de contrôler les changements climatiques. J'espère bien, on va voir dans le prochain budget, j'espère bien que Carney va se démarquer de Justin Trudeau et faire en sorte que l'industrie minière puisse développer des projets rapidement. On sait maintenant que ça prend 4-5 ans avant d'avoir des autorisations pour des exploitations minières. Et dans le contexte actuel, on ne peut pas se permettre ça. Carney a dit qu'il était ouvert au projet, puis on va le voir dans le prochain budget. Est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il va garder les mêmes projets de loi qui nuisent à l'industrie minière et forestière au Canada? Oui, puis perte, donc, tarif aussi sur les camions lourds, 25 PACCAR qui ferme, 300 emplois. Mais pour les mines, justement, peut-être ça peut être plus facile, puis je peux me tromper, mais quand Trump veut négocier, exemple, avec la Malaisie, un accord sur les terres rares, il parle au président Malaisie, c'est fait. C'est sûr qu'au Canada, s'il veut parler de terres rares, parce qu'on en a au Québec, dans plusieurs provinces, le bouclier canadien est riche de tout. C'est sûr que Carney ne peut pas dire OK, on te donne ça, ça, ça. Il faut qu'il passe par les provinces aussi, l'Ontario, le Québec ou l'Alberta. Donc, est-ce qu'on a un désavantage dû à notre structure gouvernementale actuelle pour aller peut-être plus rapidement, aller plus vite et autres? Bien, le fédéral est responsable unilatéralement, c'est sa responsabilité exclusive, la négociation d'ententes et de traités internationaux dans le domaine du commerce. C'est sûr que pour appliquer ces ententes-là après, il y a une négociation qui se fait avec les provinces. C'est pour ça qu'à la table de négociation actuellement et dans toute entente de libre-échange, il y a une sous-table. Le fédéral est présent avec le pays avec qui on négocie. Et après ça, il se retourne et va à sa table canadienne. Et là, l'ensemble des provinces sont représentées. Mais normalement, ça n'a jamais été un problème lorsque Mulroney a négocié l'entente de libre-échange, la première avec les Américains en 1988. On a pu l'appliquer. Quand je dis la mettre en vigueur, c'est qu'Ottawa vote l'entente, mais après ça, dans les faits, les provinces doivent aussi souvent faire des changements législatifs pour entérimer l'entente. Et ça s'est bien fait. Le problème, c'est que le développement, si Carney dit aux Américains ou aux autres, on va développer, nous aussi, on a des terres rares, c'est vrai qu'il y a des terres rares au Canada, mais développer ça, ça va prendre 10, 15 ans. Un, on n'a pas la technologie pour le faire. Les Chinois sont experts là-dedans. Deux, c'est une industrie qui pollue beaucoup. Et donc, une entente avec les provinces pour développer les terres rares, ça peut être plus difficile. Et trois, bien, ça demande énormément de capitaux. Donc, demain matin, Carney, dans un budget, dit qu'il est ouvert au développement des terres rares. La production de terres rares va se faire dans 10 à 15 ans. Et c'est pour ça que, bon, il faut vraiment libéraliser notre économie pour permettre ça. On va avoir des retombées, non pas dans 1 an ou dans 2 ans, mais en ce qui concerne le développement minier, dans 3-4 ans, en ce qui concerne les terres rares, dans 10 ans. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut que Carney agisse, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer au début novembre dans son budget. Ben, le budget du 4 novembre. Alors, j'ai bien hâte de voir. Rapidement là-dessus, la question qu'on s'est fait poser en fin de semaine. Donc, tu étais au Gala Théoval, je vais revenir aussi. On a quelques extraits aussi, mais les élections. Parce que là, il y en a qui disent hey, il y a des élections qui s'en viennent, puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, est-ce que ça va venir ou pas? Est-ce que c'est une possibilité? Comment tu vois ça, la game politique actuellement? À ce sujet qui se joue. Est-ce que l'opposition va oser faire ça? Il va y avoir des absents qui ne se présenteront pas voter. Alors, selon toi? Oui, au fédéral, c'est bien clair que Carney est en minorité. Il gère un gouvernement minoritaire. Son avantage, c'est qu'il a besoin seulement d'une voix ou d'un vote, ou bien de 2 personnes qui s'abstiennent de voter pour passer son budget. Donc, aujourd'hui, si on regarde, le NPD n'a pas de chef, ils sont en cours sur le leadership. Le Bloc québécois dit qu'il va voter contre le budget s'il n'y a pas ces conditions. Les conservateurs demandent certaines conditions aussi. Mais moi, je suis à peu près certain que le Carney va être capable de passer son budget parce que le budget, c'est un vote de confiance. Ça veut dire que si le budget ne passe pas en Chambre, bien le gouvernement perd la confiance de la Chambre et donc on se retrouve directement en élection.
Moi, je pense que c'est peu probable qu'on ait des élections cet automne. Je pense bien que le gouvernement Carney va réussir à manœuvrer. Trudeau avait besoin de plus d'appui qu'un vote pour rester au gouvernement et il était capable de rester là pendant 10 ans. Je pense que Carney, moi, la prochaine élection fédérale ne sera pas peut-être avant 3-4 ans, mais tout peut arriver dans un gouvernement minoritaire. Et contrairement au Québec, où on sait tous là, que l'élection va avoir lieu dans 1 an, à peu près exactement, et ça va être une autre élection intéressante à suivre. Mais moi, je pense que le budget devrait être capable de passer, même si ce budget-là va être un budget dépensier. Il le dit, un budget avec un énorme déficit. J'ai hâte de voir. Et là, il va faire le ménage, supposément, entre dépenses d'opération et dépenses d'investissement pour essayer de mêler un peu les Canadiens et démontrer que son déficit est plus petit. Mais une dépense, c'est une dépense. Et lorsqu'on n'a pas les moyens de ces dépenses-là, on ne devrait pas les faire parce que là, ça va créer un déficit encore plus élevé. Et les gens commencent à le savoir, là, les déficits d'aujourd'hui sont les taxes de demain ou l'inflation d'aujourd'hui, parce que ces déficits-là sont financés par la Banque du Canada qui émet des obligations et qui fait en sorte achète les obligations du gouvernement et à partir de l'argent créé à partir de rien, et ça crée toujours de l'inflation. Donc, j'ai hâte de voir. Je peux te dire que le Parti populaire va être très vigilant et très critique envers le budget. On va expliquer à la population la réalité dans laquelle on se trouve. Oui, monsieur. Oui, parce que la population est mal informée, des fois, ça arrive. Juste des fois. Juste des fois, oui, c'est ça. Surtout des dernières années. Donc, on a eu une bonne présence. Tu avais des périodes de questions-réponses à Théovox. J'en prends une au hasard. Voyons voir celle-ci. Alors, des petits pour une laïcité québécoise encore plus cohérente sur la laïcité, qui propose de restreindre davantage les privilèges des institutions religieuses et d'imposer un visage découvert pour tout service public. Ce rapport représente-t-il une évolution logique vers une laïcité cohérente ou une dérive où l'État risque de devenir un arbitre spirituel? Bien, premièrement, ce que j'aime pas j'ai pas lu le rapport complet, mais ce que j'aime pas dans cette idée-là de laïcité au Québec, c'est qu'on en profite souvent pour rejeter notre histoire, et notre histoire catholique surtout. Et j'aime bien mettre les religions sur le même pied, mais ici, on a quand même une histoire nationale, et la laïcité, c'est beau, mais il faut que ça soit appliqué comme il se doit, et justement, partout au Québec, et on a vu que ce n'était pas le cas. Il y a eu des cas, il y a quelques mois, quelques années, où on n'appliquait pas la laïcité à Montréal dans certaines écoles. Donc, si on veut le faire, il faut avoir un vrai débat de société. Et moi, pour en parler un peu plus, considérant que c'est un débat québécois, j'ai plutôt la politique au fédéral, il faudrait que je m'implique un peu dans ce débat-là. Mais pour moi, j'aime la situation actuelle, mais ce que je regrette, c'est que notre histoire catholique, notre histoire religieuse, elle est souvent bafouée par rapport à la promotion de la laïcité. Une chose que je voudrais pas par rapport à... Alors, la laïcité, gros dossier, évidemment, puis peut-être, on a déjà parlé, est-ce que ça pourrait s'étendre même au Canada? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça va régler des problèmes ou est-ce que ça va en créer d'autres? On sait pourquoi que c'est là aussi, parce qu'il y en a qui exagèrent d'un côté, et ça se fait toujours au détriment, en effet, de notre culture, notre histoire, notre héritage catholique. Alors, en complément de la question, un peu, comment tu vois ça? Avec tout ce qui se passe, les prières de rue à Montréal et tout ça, parce que le fédéral, il y en a beaucoup, les groupes musulmans, il faut le dire, c'est eux autres principalement qui demandent à Carney et aux libéraux de carrément piler sur la loi 21, peu importe la loi nonobstant, monter ça à la Cour suprême, alors que la clause nonobstant est bel et bien enchâssée dans la Constitution, c'est 100% légal, ne la rendez déplaise, c'est comme ça. Alors, ce débat-là, un peu comment tu vois ça, puis l'idée que le fédéral... si le fédéral fait ça, qu'il arrête la loi 21, je pense que ça va brasser.
Oui, oui. Écoute, la loi 21, le gouvernement du Québec l'a passé. Il y a le droit légitime d'utiliser la clause non-obstant, qui est la clause de la souveraineté parlementaire. La clause dit, bien, c'est le Parlement qui décide en dernier recours, pardon, et pas la Cour. Moi, cette clause non-obstant-là, elle est dans la Constitution. Lorsque les gouvernements l'utilisent, c'est à leur risque et péril. Mais je pense qu'au Québec, il y a un certain consensus sur ce projet de loi-là. Si le fédéral et le Parti conservateur aussi sont contre la loi 21, bien, c'est pour faire en sorte d'imposer un multiculturalisme encore plus fort au Québec, multiculturalisme culturel, mais aussi religieux. Tu l'as dit, on utilise ce qui se passe avec les musulmans, les prières dans les rues, mais c'est pas juste dans la rue que les musulmans font leurs prières le week-end. C'est en face de la cathédrale, Ouais. le Vieux-Montréal. Ouais, c'est un défi, c'est un défi. Oh oui, c'est pour dire, écoutez, là, nous autres, là, devant le signe le plus imposant de la chrétienté ici au Québec, nous, on s'en fout, on bafoue cela et on se met dans le Vieux-Québec, dans la rue, on fait nos prières musulmanes. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que le gouvernement du Québec aurait dû agir bien plus rapidement et c'est une façon de renier, c'est une façon de faire en sorte de dire aux Québécois, nous, on ne s'intègre pas dans la culture québécoise et donc on va vivre dans un ghetto. Puis, c'est ça l'impact du multiculturalisme. C'est pour ça que moi, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, pourquoi il est en avance dans les sondages? Parce qu'il parle un peu comme moi par rapport à l'immigration. Euh, je ne suis pas un séparatiste, mais il y a plusieurs Québécois qui veulent préserver leur culture et Saint-Pierre Plamondon est le seul qui a le courage de se lever et de parler qu'il faut contrôler notre immigration. Et aussi, il faudrait faire plus que ça parce que il y a bien aussi les radicaux islamiques existent ici au Québec. Et pour moi, on devrait avoir une enquête le gouvernement du Québec devrait faire une enquête sur tout ça, ces gens-là qui sont ici au Québec. Est-ce qu'ils sont bien intégrés? Est-ce qu'ils prônent la charia? Et si c'est le cas, la charia, ça ne fait pas partie des lois québécoises et on ne devrait pas faire de compromis par rapport à ça. Et nous, je pense que les Québécois, dans le temps, on a été des bons gens, des bonnes personnes, et puis on laisse toujours le bénéfice du doute aux autres. Mais je crois que ça doit cesser. Il faut s'affirmer. Et oui, et la laïcité, qu'est-ce que ça fait? Bien, l'effet négatif, c'est que ça met la religion catholique ou chrétienne sur le même pied que d'autres religions. Et ça fait en sorte qu'on va non pas promouvoir notre culture et notre identité religieuse au Québec, on ne fera pas ça, mais en même temps, on laisse d'autres groupes religieux comme les islamiques promouvoir leur religion ici au Québec. Et donc, ça a comme effet pervers de tuer à petit feu notre identité chrétienne. Mhm. Et quelqu'un me disait, puis effectivement, c'est un point qu'on oublie un peu parce que ça part de loin, c'est que même dans notre Constitution, la Constitution canadienne reconnaît la suprématie de Dieu dans son préambule. Je sais qu'il y en a qui voulaient l'enlever, ça. Je pense qu'ils n'ont pas réussi, mais je ne sais pas s'ils vont la déformer, mettre d'autres choses. Donc, effectivement, si on veut enlever ça, il faut enlever tout ça, puis ça prend l'accord de toutes les provinces aussi. Ça doit être gros, là. Oui, oui, mais je pense que ça n'arrivera pas. Puis effectivement, la suprématie de Dieu et de la règle de droit, c'est dans le préambule. Donc, les pères de la Confédération ont affirmé et confirmé qu'ici, on croit en Dieu et donc la suprématie de Dieu. Et deuxièmement, qu'on croit que tout le monde doit être égal devant la loi. Et donc, c'est ça le concept de l'égalité devant la loi, la primauté du droit. Mais actuellement, si on regarde avec les politiques woke, c'est complètement le contraire. C'est des politiques racistes, c'est des politiques qui créent des privilèges à certains groupes à cause de leur religion, à cause de la couleur de leur peau, à cause de leur handicap ou pas physique. Et donc, on exclut, finalement, dans ces politiques woke et multiculturalisme, on exclut l'homme blanc hétérosexuel. Et juste au fédéral, il y a des programmes pour les entrepreneurs noirs. Un entrepreneur blanc ne peut pas appliquer.
c'est du racisme. Et on devrait abolir ces programmes-là parce qu'en faisant ça, on ne respecte pas le préambule de la Constitution qui dit que la primauté du droit, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et là, on crée des groupes qui ont des privilèges et au détriment d'autres groupes. Moi, c'est pour ça que je le dis, il faut abolir ces projets de loi-là et revenir à nos valeurs fondamentales. Oui, comme ici, lorsque vous postulez un emploi au gouvernement du Canada, n'oubliez pas de vous autodéclarer si vous faites partie d'un groupe visé par l'équité en matière d'emploi, puis évidemment, ils mettent une femme musulmane et un homme noir, autodéclarez-vous. C'est le Canada moderne, c'est totalement discriminatoire. J'appelle ça du racisme inversé. Il y en a qui disent non, c'est du racisme tout court. Effectivement, c'est du racisme tout court, on va le dire. Mais c'est l'expression, mais ça, ces genres de politiques-là, c'est dégueulasse. Puis on le voit, la France, qu'est-ce qui est devenu, autant avec la laïcité que tous ces programmes-là. Sont encore là au Canada. Je ne sais pas si j'espère qu'il va y avoir des coupures dans le prochain budget. Peut-être que ça serait intéressant de voir ça. Mais il faut que ça disparaisse, ça là. Ben absolument, Daniel, notre position en tant que parti politique est très claire. On abolirait tous ces programmes-là. Et tu le dis, là, actuellement, on vit le déclin de la société occidentale, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, déclin moral. Lorsqu'une société est rendue à faire la promotion qu'une petite fille peut devenir un petit gars et qu'un petit gars peut devenir une petite fille, bien, c'est le déclin de la société. On est en plein dedans. Déclin moral, déclin économique, déclin démographique. C'est bien dommage, mais on est là dans l'histoire occidentale. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est le réveil de l'Est, le réveil de la Chine, des pays de l'Est, qui, eux, ont pas des politiques woke, autodestructrices. Nous, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on prône ici en Occident. Il y a Trump là, qui se lève, qui fait cette guerre culturelle-là. Mais il y a quelques petits pays européens comme la Suède qui vont faire cette guerre, ou la Pologne qui font cette guerre culturelle-là. Ici au Canada, on est le seul parti qui est prêt et dans notre politique, c'est ce qu'on fait. On fait la guerre à cette culture marxiste, raciste, idéologique et on impose ça dans les écoles. On est vraiment dans le déclin d'une société. Ce déclin-là peut être encore avec nous pendant une décennie. C'est pour ça que je dis que ça risque d'être pire avant d'être mieux pour nous, soit économiquement et socialement. Mais écoutez, j'ai jamais pensé à faire de la politique et faire en sorte que dire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme et qu'il n'y a pas de transition, que ça pouvait devenir un scandale. On a commencé ces débats-là, nous, le Parti populaire, tu le sais, Daniel, tu es avec nous depuis 2018 et on se faisait traiter de tous les noms. Mais aujourd'hui, je pense que la population est de plus en plus avec nous par rapport à cette guerre culturelle-là et de réaffirmer nos valeurs fondamentales de la société occidentale. Oui, et Théovox, je montre ça, donc c'est l'événement qu'on était au gala. Et Théovox, si on cherche la vidéo de la semaine dernière, il n'est plus là. Pourquoi? Parce que YouTube l'a carrément coupé, censuré. Nous sommes au Canada. La liberté d'expression est encore mesurée, contrôlée, surveillée. Pourquoi? Le sujet, c'était une jeune femme, une victime des médecins qui s'est faite charcuter par les médecins et elle s'est fait couper les seins. Pour une transition, l'histoire de transition. Donc, Théovox montrait le témoignage de cette jeune fille qui regrettait son choix et qui s'est rendu compte qu'elle s'est fait mentir par les autorités médicales. Heureusement, elle n'est pas allée jusqu'au bout de l'opération, mais c'est quoi ton message des médecins qui font ça? Et moi, je trouve ça dégueulasse. Et ils lui ont menti, ils n'ont pas tout dit. Donc, et ça, c'est leur priorité. Hein, je veux dire, ça, il y a des fonds pour ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux te faire charcuter, si tu veux l'aide médicale à mourir, là, l'argent, le gouvernement, ils ont de l'argent pour ça. Ouais, ça n'a aucun bon sens. Pour nous, la transition, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'existe pas. Si, à partir de 18 ans, vous êtes assez fou pour vouloir avoir une chirurgie, pour vous enlever le pénis ou quoi que ce soit, bien, vous êtes majeur et puis faites-le sans aucun fonds de l'État. Mais avant 18 ans, ça devrait être interdit, ça devrait être un crime. Écoutez, les jeunes en bas de 18 ans ne peuvent pas aller dans un bar, ne peuvent pas conduire avant d'avoir leur permis à 16 ans et puis après ça, subir des tests de conduite et tout. Et
eux, ils pourraient décider, souvent sans l'accord des parents, de se faire mutiler. Moi, la position du Parti populaire, ça devrait être criminel et tout docteur qui incite à la mutilation de jeunes enfants en bas de 18 ans, ça devrait être un acte criminel et cette personne-là devrait aller en prison. C'est très clair, c'est notre position du Parti populaire. Et la même chose aussi pour l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir devait être de dernier ressort. Et là, ce qu'on fait, on en fait la promotion. Comme tu l'as déjà dit, Daniel, dans tes émissions, le Québec est le champion mondial de l'euthanasie. On est le champion mondial. Les statistiques le disent. Et ce qu'il faudrait faire, c'est que si un malade veut l'aide à mourir, ça doit être lui qui doit le demander. Et là, on en fait la promotion. L'aide médicale à mourir ou l'euthanasie, elle est promue par les infirmières, par les médecins qui en parlent en premier aux médecins. Oui, on pourrait te soigner, on pourrait faire ça, et aussi on pourrait te tuer si tu le veux. Donc, ça devrait être interdit, ça devrait être criminel. Un docteur ou une infirmière ne devrait pas avoir le droit de suggérer l'aide à mourir. Ça devrait toujours venir du patient lui-même. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que le Québec est un champion mondial dans l'euthanasie. Ah oui, puis même ma mère, elle filait pas bien, puis là, elle va pas bien, puis vous savez, monsieur, madame, il faudrait considérer ça, puis tout ça. Tu sais, ma mère ne pouvait pas parler. Mais on a dit non, puis elle est encore là. Fait que si on avait dit oui, ça ferait déjà 8 mois qu'elle ne serait plus là. Pensez-y, ça n'a pas de sens. Là. Je dis ça, c'est insensé. Mais on a une facilité vers ça. C'est malade. Ah oui, et tout ça pour aussi faire en sorte d'atténuer le problème financier de notre système de santé au Québec. Le système de santé ne fonctionne pas. Il faut privatiser, il faut ouvrir les fenêtres avec un vent nouveau. Les fonctionnaires font des réformes bureaucratiques à chaque 15 ans et ça ne fonctionne pas. Donc, il y a d'autres systèmes au monde qui sont bien plus efficaces où il y a un mix de privé et public et les citoyens peuvent choisir d'aller dans un hôpital privé, un hôpital ou une clinique privée ou publique. Tout ça en ayant une assurance universelle. Donc, il faut amener plus de compétition dans le système. Mais là, le système est insoutenable. Et en plus, bien là, les médecins suggèrent l'euthanasie. Et pourquoi? Bien aussi, il y a une raison. La raison, c'est que ça coûte moins cher à l'État si on fait l'euthanasie à grande échelle. Et c'est ce qu'ils font. Ils font. Écoutez, j'ai un de mes amis qui a mon âge, 62 ans, qui avait le cancer, et on lui a suggéré, et suggérer, c'est un mot très poli. On lui a suggéré l'aide à mourir et à sa femme qui est avec lui à l'hôpital. Et ils sont revenus 3, 4 fois. Tellement que sa femme était tellement fâchée qu'elle l'a dit, on s'en va à la maison, on débranche mon mari et on s'en va. Elle est retournée chez elle et elle est allée dans une clinique au Mexique. C'est vrai qu'il faut dire qu'il y avait les moyens. Et au Mexique, on l'a soigné. Et 1 an plus tard, bien, il est en forme, il n'y a aucun problème. Mais selon les médecins québécois, on aurait dû le tuer il y a 1 an. Et, incroyable, incroyable. Donc, on fait ça à outrance. C'est pour ça que ça devrait être criminel. Puis on a un petit twist qui s'est ajouté, des organes. Il ne faut pas dire le mot trafic d'organes avec notre système hospitalier. C'est étatisé. Tu fais tes dons d'organes, c'est correct. Mais on a su que beaucoup de gens, l'aide médicale à mourir, un cœur peut être réanimé 7 minutes après et ensuite a été vendu à quelqu'un aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a une question d'argent monétaire par en dessous de ça aussi, là, qu'il va falloir enquêter. On parle du Canada, là, donc c'est ici, là. Il n'y a pas eu de débat éthique trop tôt sur les ventes d'organes, là. Non, mais absolument, Daniel, et tu l'as soulevé, ce débat-là, il y a quelques jours, quelques semaines. Et oui, il devrait y avoir un débat de société sur qu'est-ce qui se passe avec le corps de ces Québécois-là qu'on a euthanasiés, qu'on a tués. Est-ce que leur organe s'en va à quelque part ou non? Si oui, où, quand, comment? Et que la population le sache. Un cœur, un œil ou quoi que ce soit, est-ce qu'on utilise un rein? Est-ce qu'on le fait? Et si on le fait, à quelle échelle? Ça devrait être un débat. Mais le gouvernement ne veut pas s'engager parce que si effectivement c'est le cas, bien là, il va perdre l'appui de la population par rapport à son euthanasie. Mais encore une fois, par la non-transparence de l'État,
bien, on garde la population ignorante. Ben voilà. Puis quelqu'un, Nicole, est au courant de ça. Ça, c'est pour les médecins. En passant, serment d'Hippocrate et autres. Primum non nocere, c'est du latin. Et ça veut dire, en fait, d'abord, ne pas faire de mal ou en premier, ne pas nuire. Ça, c'est le mantra des médecins, normalement, qui devrait être, mais on sait que ça a viré un petit peu des dernières années. Donc, je pense que le bon sens va revenir à force d'en parler. Et il va falloir qu'on en discute, puis on le voit, c'est pas dans le débat public encore, donc on va continuer de soulever ces points-là. On a les dossiers, le Canada, États-Unis, les provinces. Là, l'élection, tu en as parlé un peu tantôt, ça s'en vient au Québec l'année prochaine. Paul Saint-Pierre Plamondon, le PQ, est en avance pour le moment. L'indépendance, ça revient sur le sujet, mais au Québec, hein, c'est un peu différent de l'Alberta ce week-end. Il s'est passé de quoi? Moi, je trouve que c'est passé de quoi? Il y en a qui vont dire, oh, il n'y a rien là, ils n'étaient pas nombreux. Il était plus de 10 000 en Alberta pour manifester. Alors, j'ai pas compris. Daniel, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il disait? C'est quoi le cri de ralliement? Je n'ai pas bien entendu. Alberta. J'ai de la misère à l'entendre. Ouais, j'ai de la misère comme l'Alberta go en avant ou quelque chose en avance, priorité. Je sais pas Alberta first, mais je ne sais pas si je peux l'avoir à une traduction, mais en fait, c'est qu'ils se rassemblent. On voit que c'est l'Alberta en premier. Oui. C'est leur priorité. Là. Et plus de 10 000 personnes. Là. Puis la GRC aurait même dit plus de 20 000. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Oui, absolument, parce qu'il y a une loi, un référendum d'initiative populaire. Donc, en Alberta, cette loi-là existe. Donc, tout citoyen qui a... I am Alberta. Ah, excusez, c'est I am Alberta. Ah, OK. Ah, bon, parfait. Mais effectivement. Merci. Mais cette loi-là permet d'avoir des référendums et donc, il y a un groupe très imposant, très bien organisé, Alberta Sovereignty, qui, eux, font la promotion de référendums sur l'indépendance de l'Alberta. Ce pas des fous, ce pas des capotés, c'est des gens bien conscients. Il y a eu plusieurs conférences. D'ailleurs, on m'a invité à une de ces conférences-là. Il faut dire que Paul Saint-Pierre Plamondon est allé en Alberta et a expliqué le projet de l'indépendance du Québec. Et eux, ça les intéresse au plus grand niveau. Parce qu'ils sont sérieux. Et donc, on risque d'avoir un référendum en Alberta en 2026 sur la question de la souveraineté de l'Alberta, de l'indépendance de l'Alberta. Et là, actuellement, pourquoi ce mouvement-là est très populaire? Si on regarde les sondages en Alberta, il y a entre 20 et 30 de la population qui disent oui à l'indépendance, malgré que Daniel Smith parle un peu par rapport à l'autonomie de l'Alberta, mais pas assez selon ces gens-là. Et je pense que ça va faire que Mme Smith va peut-être se radicaliser un peu plus par rapport à Ottawa. Mais les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent que l'Alberta arrête de financer l'Est canadien avec la péréquation. Ils veulent être capables de gérer leur système de santé sans intervention de l'État fédéral. Ils veulent être capables d'exploiter leurs ressources naturelles sans projet de loi qui bloque l'exploitation par rapport des projets de loi par rapport au changement climatique. Donc, ils veulent contrôler leur propre fonds de pension. Ils veulent avoir leur propre force de police. Donc, il y a plusieurs réformes. Et donc, ils se disent, bien écoutez, là, nous, on n'a rien à gagner avec le Canada. Le Canada ne veut pas de nous. Le Canada ne veut pas de nos ressources naturelles. Ne nous permet pas d'exploiter nos ressources naturelles qui sont la richesse de l'Alberta. Ne nous permet pas d'exporter nos ressources naturelles parce qu'il n'y a pas de pipeline. Et donc, ils sont pour la construction d'un pipeline pour permettre au gaz, au pétrole albertain de pouvoir se rendre aux côtes du Pacifique et donc en Colombie-Britannique, ce qui n'est encore pas le cas. Donc, ils ont des demandes très légitimes et là, ils se disent assez, c'est assez. Et on risque d'avoir ce référendum-là. Quel sera le résultat? J'en sais rien. Mais je pense que les gens au Canada devraient être conscients que si on veut vraiment
régler le problème qu'on a ici au pays, un problème économique, un problème, aussi l'immigration de masse. Ils sont aussi contre l'immigration de masse, tout comme nous au Parti populaire. Et donc, mais les chefs nationaux, tant Carney que Poilievre, ne répondent pas à leur doléances sur tous ces dossiers-là. Ils font comme si ça n'existait pas. Et ça, bien, ils le savent. Nous, ces gens-là, ça peut être des futurs voteurs pour le Parti populaire parce qu'on est le seul qui leur dit, nous, on veut un gouvernement plus petit et on va vous laisser la pleine autonomie en respectant la Constitution canadienne. Et ça, c'est ce que je peux résumer par rapport au débat, la différence entre le débat indépendantiste québécois et le débat indépendantiste albertain, elle est simple à résumer. Les Albertas veulent l'indépendance pour une raison économique. Mais le point négatif par rapport à ça, leur cœur est toujours avec le Canada. Oui. Nous, au Québec. Ça va être difficile, je pense. Puis Danielle Smith, même là, dans le fond, oui, elle a un âge de plus pour négocier, mais elle ne veut pas nécessairement séparer l'Alberta du Canada. C'est ça, effectivement. Et nous, au Québec, c'est le contraire. Ouais. Notre cœur est avec le Québec, mais économiquement, on se dit ça va être impossible, on a besoin de tout cet argent-là d'Ottawa. Donc, l'économie nous arrête en tant qu'indépendantistes au Québec, mais notre cœur fait la promotion de l'indépendance pour être maître chez soi, contrôler l'immigration, contrôler notre culture. Les Albertains, leur cœur est avec le Canada, mais ça fait tellement longtemps qu'ils se font avoir dans le système fédéraliste qu'ils arrivent à la réalité et la réalité leur dit que l'économie serait bien meilleure sans le Canada. Et donc, c'est ça le dilemme et la différence entre les deux mouvements au Québec et en Alberta. Mais plus ces mouvements-là prennent de l'ampleur, plus une révision et une réforme radicale du fédéralisme en revenant aux bases de notre système fédéraliste, risque d'arriver et c'est la seule façon de sauver le pays. Oui, et l'expression au Québec, mettre chez soi, mais les poches vides. Oui, c'est ça, c'est une autre mentalité. Puis on le voit aussi, Nadine Wellwood, le drapeau du Wild Rose, on sent que ça c'est un peu nouveau, effectivement, ce que tu viens d'expliquer. Le sentiment de l'appartenance pour l'Alberta directement n'était pas tellement présent il y a 15 ans. Mais là, je pense que peut-être, puis on voit encore la rose sauvage, le Wild Rose, ça revient encore, ce mouvement-là, je crois. Je pense que c'est là qu'ils vont trouver leur cœur, à moins que je me trompe. Mais si je mêle le cœur avec la volonté économique, je pense que ça va aller loin, là. Oui, parce que tout référendum en Alberta, moi je dis qu'il y ait 20% ou plus, c'est déjà une révolution. Il faut que le fédéral s'assoie et négocie avec l'Alberta. Et s'il le fait, ça va être bon pour le Québec parce que tout ce qu'il va donner à l'Alberta, il va être obligé de le donner aux autres provinces, incluant le Québec. Et nous, moi, ce que je dis aux Albertains, on a eu 49% ici, les indépendantistes ont réussi à avoir 49%. Les fédéralistes ont promis plein de réformes. Et après 30 ans, rien n'est arrivé. C'est encore pire. Le fédéral, avec ses pouvoirs, limite le développement du Québec avec l'immigration de masse, l'économie, etc. Et donc, la situation est pire qu'elle l'était il y a 30 ans, malgré qu'à 49%, on nous avait tout promis qu'on allait changer la façon dont les fédéraux géraient la fédération. Ça ne s'est pas fait en notre faveur. Et là, s'il y a un 20% des Albertains, bien peut-être que Poilievre et Carney vont dire, OK, là, si on veut être encore premier ministre de ce pays-là, puis ce pays-là existe, on est mieux de revenir à la base et ça serait la seule façon. Nous, c'est ce qu'on dit depuis la fondation du Parti populaire. Excellent, merci beaucoup. Et avant de quitter, une dernière question rapide parce qu'on n'a pas tous les chiffres. Mais c'est un rapport qui est sorti sérieux, puis j'en ai parlé. Carney a parlé de couper dans les questions de Diane Lavoie, Carney a parlé de couper dans les sécurités de vieillesse. Moi, ça m'inquiète, car dans 2 ans, je vais être rendu là. On se rappelle que Stephen Harper, un moment donné, avait parlé, un projet de loi, je pense que c'était là, de mettre ça à 67 ans, ça n'a pas passé, c'était épouvantable. Et là, ce qu'on entend de Carney plutôt, c'est qu'au-dessus de 100 000, il va, un couple, 100 000 et plus, il va les pénaliser. En fait, c'est une façon de couper ça aussi. Comment tu vois ça, les fonds de pension? D'après toi, penses-tu qu'ils vont oser toucher à ça maintenant?
Peut-être, mais pour nous, on est absolument contre cette proposition-là parce que, et je l'ai dit, que le déficit soit cette année, il devait être 40 milliards. Là, les gens nous disent qu'il peut être le double, 80 milliards. Il y en a qui vont même jusqu'à 100 milliards, mais on sait que ça va être au plus que 40 milliards. Ouais. Que ça soit 40 milliards ou 80 milliards, là, un gouvernement sérieux peut réussir à équilibrer le budget en un an en coupant les dépenses et en touchant pas aux dépenses gouvernementales qui servent à donner des services aux gens, comme les pensions de vieillesse. On peut y arriver en coupant les subventions aux entreprises, Ben oui. en coupant l'aide internationale, en coupant les fonds qu'on donne à l'ONU parce que l'ONU fait la promotion de valeurs qui ne sont pas les valeurs canadiennes. Exact. Et donc on peut arrêter de subventionner l'ONU lorsqu'elle fait la promotion de valeurs qui sont différentes des nôtres. Donc, il y a la guerre en Ukraine. J'ai fait une liste là, et on peut arriver facilement à 80, 60, 80 milliards de dollars sans toucher aux pensions de vieillesse. Ça serait pour moi vraiment, ça me surprendrait que Carney fasse ça parce qu'il est encore minoritaire Voilà. et il donnerait vraiment une belle carte à jouer aux conservateurs s'il fait cela. Et s'il est sérieux, qu'il réduise son déficit en coupant les dépenses folles. Écoutez, on a doublé l'argent qu'on donne aux Autochtones. C'était 10 milliards de dollars lorsque Trudeau est devenu premier ministre en 2015. Lorsqu'il a quitté, on était rendu à 30 et c'est plus que doublé. On était rendu à 30 quelques milliards de dollars. Donc, on peut couper, là, c'est de l'aide qu'on donne aux Autochtones sans savoir où l'argent va. Si l'argent se rend là, il n'y a pas de transparence. Il y a plein de places où on peut couper au fédéral et j'espère que Carney va avoir le courage, mais j'en doute énormément. Et oui, et comme Carly l'a dit, c'est parce que si Carney passe des lois encore, ça veut dire que les partis d'opposition l'appuient, mais même chez les conservateurs, ils vont avoir de la misère, je pense. On le voit là, dernièrement. Carney prend quand même plusieurs positions de Poilievre et autres. Il augmente de 1000 personnes à GRC, l'annonce qu'il a faite. Plus de lois et de sécurité et d'ordre. Tout d'un coup, dans le discours des libéraux, bon, il y en a qui disent que c'est pour contrôler les dissidents. Ceux qui parlent trop, possible aussi, avec les nouvelles lois liberticides qu'il y a là. Mais Poilievre, son rôle, là, il est critiqué, commence à être critiqué un petit peu aussi. Je ne sais pas, les conservateurs, je pense qu'ils ne savent plus où ils s'en vont, là. Ben, effectivement, puis pour Poilievre, la situation est un peu plus difficile parce que Carney est assez intelligent en tant qu'homme politique. Il s'en va un peu sur le terrain de Poilievre. Il prend quelques-unes de ses idées et donc ça l'enlève des munitions pour M. Poilievre pour faire la différence entre lui et les libéraux. Donc, Carney, Trudeau était allé tellement à l'extrême gauche que Carney revenant un peu plus dans une gauche raisonnable, bien, ça fait en sorte que ça nuit aux conservateurs. Mais nous, Carney ou Poilievre, c'est du pareil au même. Ils ne font pas les vraies réformes, ils n'ont pas le courage de faire les réformes, ils font de la politique en regardant les sondages et on sait, nous, que la population a été manipulée par les médias gauchistes, par les dépenses du gouvernement. Et le gouvernement du Québec, par exemple, dépense des millions de dollars en aide aux médias dans la publicité. J'étais abasourdi, j'étais dans ma voiture et c'est rare que j'écoute la radio FM. J'écoutais la radio FM et pendant 1 heure de temps, les messages publicitaires à la radio, tous les messages provenaient du gouvernement fédéral, que ce soit provincial, pardon, que ce soit le Casino de Montréal, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit le gouvernement lui-même. Donc, le gouvernement provincial et fédéral dépensent tellement d'argent en publicité que les médias n'osent plus critiquer les gestes des gouvernements. Donc, tout ça là, fait en sorte que les deux partis, libéraux et conservateurs, bien, eux, en ce qui concerne les médias, ont l'avantage à garder le statu quo. Excellent. Ben, merci beaucoup de tes réponses et beaucoup de choses. Donc, merci pour le week-end. Merci pour tout ce que tu fais et de continuer. Donc, pour aider Maxime, vous allez sur le site partipopulaireducanada.ca. Vous pouvez contribuer en donnant des contributions, des dons avec crédit d'impôt d'ailleurs. C'est pas comme le Québec sur vos rapports d'impôt et devenir membre et autres. Donc, un peu
en finissant un peu vite, Topo, comment le parti va ces temps-ci, puis c'est quoi dans les prochaines semaines ou mois, qu'est-ce qu'il y a à l'horizon un peu, rapidement, à court terme? Oui, cette semaine, je serai à Ottawa cette semaine, quelques rencontres là-bas. Je vais continuer à être présent ici au Québec. Je devrais m'en aller dans l'Atlantique avant la fin du mois de novembre. Tout ça pour bâtir le Parti populaire et déjà rechercher des candidats pour la prochaine campagne. Vous savez, je pense que les gens savent que Daniel est le lieutenant du Québec pour le Parti populaire. C'est grâce à toi, Daniel, qu'on avait des très bons candidats à la dernière campagne. Je tiens à t'en remercier. Et si les gens sont intéressés, allez sur notre site, écrivez-nous à info@partipopulaireducanada.ca. Et si vous êtes intéressé à vous impliquer, à devenir membre, à être candidat, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez faire un don, bien, un don de 400 $ peut sembler un gros don, mais vous avez un reçu d'impôt, vous avez un crédit d'impôt de 300 $. Donc, le 400 $ finalement vous coûte 100 $. Je sais que les temps sont difficiles, mais si vous voulez nous aider à faire la promotion de vos valeurs, de nos valeurs, c'est bienvenu. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur notre site et faire une donation mensuelle, un 10 $ par mois ou un 20 $ par mois. Pour nous, ça nous aide. Cet argent-là sert à promouvoir le parti, à bâtir le parti, promouvoir nos idées pour être prêt à la prochaine campagne qui sera peut-être, comme je disais tout à l'heure, dans 2, 3 ou 4 ans. Mais nous, on sera prêt et on va avoir des candidats cette fois-ci dans tous les comtés parce qu'à la dernière fois, on n'a pas été capable d'atteindre ce but-là et c'est pour ça qu'on commence dès aujourd'hui. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Maxime Bernier sur X, Parti populaire du Canada sur X, sur Facebook, suivre aussi Daniel. On a une belle équipe, j'en suis bien fier, puis on va continuer à faire le travail pour faire cette révolution canadienne pacifique. Et moi, je tiens à dire, quand les Québécois et les Canadiens seront prêts, bien, le Parti populaire va toujours être là pour les supporter. Merci beaucoup, Maxime. Alors, j'ai partagé le lien de la contribution directe dans le chat. Vous pourrez aller voir ça. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Merci tout le monde. Merci, Maxime. Alors, bien sûr, il va y avoir l'extrait de ton entrevue à part ensuite. Merci. Bien, bonne journée à tout le monde. Bye-bye. Bye, merci beaucoup. Bye. Alors, c'était Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Et oui, comme vous voyez, toujours en forme, toujours actif, les idées bien claires, pas toujours une direction et un sens à donner au Canada dans ce monde en folie. Alors, c'est ça un leader. Hein? Puis